À moins de vivre sur une île déserte, vous ne pouvez ignorer ces mots étranges qui s'immiscent, de plus en plus nombreux, dans notre quotidien. Sur les réseaux sociaux, la novlangue trans parsème le discours des personnes désireuses d'afficher leur progressisme. Dès que vous avez compris le sens d'un mot, il s'en crée 10 nouveaux, comme si le but du jeu était de maintenir notre attention en alerte et jouer à celui ou celle qui en sait plus que les autres sur ce curieux phénomène social. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, je suis non-binaire, gender fluide. La non-binarité, c'est un terme parapluie. On a le féminin et le masculin, par exemple, qui sont les deux pôles. On peut avoir un curseur qui varie de l'un à l'autre, qui varie jusqu'au neutre. Le mouvement transactiviste a émergé il y a une dizaine d'années dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Il a connu une accélération phénoménale ces 3 dernières années. Avec un temps de retard, il déferle aujourd'hui sur la France. Alors moi c'est Aaron Zanan, j'ai 19 ans et je ne suis ni un homme ni une femme. Il pourrait ne s'agir que d'un effet de mode affectant quelques personnalités excentriques. Mais partout désormais on vous demande vos pronoms et de définir votre genre. Sous couvert d'inclusion, les références au sexe sont peu à peu gommées au profit du genre. Un terme flou et inconsistant, dont seuls les transactivistes détiennent les contours, en mutation perpétuelle. Un jour, votre collègue de bureau fond en larmes. Son fils affirme qu'il est trans. Il réclame des hormones et se met à hurler si ses parents n'utilisent pas le nouveau prénom qu'il s'est choisi. Puis c'est au tour de la fille de vos voisins. Elle s'est coupé les cheveux en brosse, se bande les seins et déclare être un garçon prisonnier d'un corps de fille. C'est très important en fait que ce soit les concernés qui s'emparent de leur narration parce que personne mieux que nous-mêmes saura raconter nos histoires. À 15 ans, elle ne parle plus que de transidentité. Vous lui demandez pourquoi il faut mutiler son corps pour trouver sa véritable identité. Mais elle refuse de vous adresser la parole, au motif qu'elle ne se sent pas en sécurité avec vous. À l'origine, le transsexualisme est une pathologie mentale rarissime, affectant un homme sur 20 ou 40 000. Ces hommes consultaient à l'âge adulte. La plupart des psychiatres n'en voyaient aucun au cours de leur carrière professionnelle. En 2010, il n'y avait que 8 cliniques spécialisées sur l'ensemble des États-Unis. En 2019, elles étaient au nombre de 50. Elles sont aujourd'hui plus de 200, car la demande est exponentielle. En France, les CHU ouvrent des antennes spécialisées un peu partout, comme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un service géré par une psychanalyste, le docteur Agnès Condat. Quelle que soit leur obédience, le discours des services spécialisés va toujours dans le même sens. Confirmation d'un diagnostic posé par le patient et mise en place d'une réponse médicale, hormonale et chirurgicale à une problématique mentale. Ça fait à peu près 4 ans donc, que j'ai fait mon coming out trans. De nombreux psychologues et des pédopsychiatres sont saisis aujourd'hui par des demandes d'adolescents en questionnement identitaire. Un quart sont des garçons, les 3 quarts sont des filles. La plupart n'ont aucun antécédent d'incongruence de genre, préalable à une plainte exprimée parfois du jour au lendemain, alors qu'ils se développaient tout à fait normalement. En Occident, la transidentité est devenue en quelques années une problématique de médecine ordinaire. Coming out trans. Les personnes trans, dysphorie. Transidentité. Injection de testostérone. On va parler de moi. Personne transgenre. La vaginoplastie. Transidentité. Personne FTM. Dans ta culotte, comment ça se passe? Testostérone. Femme, née dans le corps d'un homme. En transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. Dans n'importe quelle pathologie, cet accroissement brutal aurait déclenché tous les signaux d'alarme des pouvoirs publics. Mais le sexe est politique et la rhétorique victimaire des transactivistes extrêmement agressive. En dépit de l'augmentation exponentielle des demandes de réassignation sexuelle, les autorités sanitaires se taisent. J'ai commencé depuis l'année dernière de prendre en fait des hormones, des estrogènes et de bloquer ma testostérone en fait pour transformer mon corps en un corps féminin. Voilà. Donc là, je suis en transformation, je suis en évolution, ça va durer encore plusieurs années. Les grands médias relaient complaisamment la propagande transactiviste, toujours dans le même sens,
confirmation du diagnostic et acceptation sans réserve d'une réponse médicale et chirurgicale à un ressenti d'inconfort psychosocial, sans aucun esprit critique. À cause de, évidemment, cet, j'allais dire accident, parce que... Les idéologues du genre ont récemment banni le terme transsexuel, supposé stigmatisant, au profit du mot transgenre. Le terme est trompeur, car il ne s'agit pas de changer de genre social, de prénom ou d'apprendre à utiliser des cosmétiques. La démarche implique toujours de renier son sexe au profit de l'autre. Depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans ce corps et il fallait absolument que je devienne qui j'étais vraiment, une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as 3 ans. Le mouvement transactiviste cible des enfants de plus en plus jeunes et le phénomène ne cesse de s'amplifier. En Suède, aujourd'hui, 2% des jeunes se déclarent non-binaires. Aux États-Unis, il serait 15 à 20% à se considérer ni homme ni femme. Une démarche qui conduira un certain nombre d'entre eux à réclamer un traitement hormonal et chirurgical de réassignation sexuelle aux conséquences irréversibles. Je pense que c'est important de dire qu'il y a des enfants qui sont trans, qu'on peut être trans à très petit, et qu'il y a des possibilités de les accompagner. Le transactivisme conduit à mutiler une génération de jeunes corps sains, les mettre sous médication à vie et exiger que toute la société se conforme à cette croyance, qu'il serait possible de naître dans un mauvais corps, puis de changer de sexe, sans aucun égard pour la réalité ni la biologie. Mais est-ce que t'es opérée? Tout ce que j'entends, c'est que c'est pas raisonnable de finir comme moi, en fait. Je devais jouer mon rôle de meuf, c'était pas un mensonge. Mais par contre, être ce que j'étais, c'était un mensonge. Mais comment détermine-t-on qu'une personne est transgenre? Voici la réponse de Mermaid, une organisation caritative britannique, dont le rôle est de venir en aide aux jeunes trans et donner des formations sur la diversité des genres. Les féministes combattent les rôles traditionnels de la société depuis des siècles, sans prétendre pour autant être des hommes. Lorsque les stéréotypes nous emprisonnent, faut-il les remettre en question ou bien mutiler son corps pour le faire correspondre aux stéréotypes de l'autre sexe? La pierre angulaire de l'idéologie transactiviste, c'est la notion de genre. Mais qu'est-ce que le genre? Pour y voir plus clair, j'ai sollicité l'expertise de mes amies féministes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de transsexualisme, on est dans le transgenrisme, il faut bannir le terme transsexuel pour parler de genre. Mais le genre, qu'est-ce que c'est que le genre? Je me tourne vers toi, Audrey. Le genre, c'est un stéréotype sociosexuel qui s'applique, qui sépare la population selon son sexe et qui va imposer toute une série d'attributs, qui va assigner toute une série d'attributs tels que les couleurs associées à des comportements, donc le rouge et l'assertion et l'affirmation de soi, le bleu et la pureté, la passivité. C'est contre-intuitif ce que je vous dis, parce que le bleu, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bleu est assigné aux hommes, c'est la couleur des hommes de la virilité, mais tout au long de l'histoire, ça n'a pas été le cas, c'est l'inverse, c'était le rouge. D'ailleurs, on peut voir certains exemples. Marie, en bleu, voilà. Le bleu était la couleur des femmes, de la Vierge. Oui, de la Vierge. C'était la couleur de la Vierge, parce que c'était le divin. C'était le divin, mais attention, c'était une couleur mixte. Parce que les hommes, les monarques, s'en revendiquaient aussi. Donc souvent, ils étaient habillés de bleu, mais drapés avec quelque chose de rouge. Vous allez voir sur des tableaux de Titien, voilà. Là, on a Dionysos qui est en rose. Et la femme en bleu. Donc le rose et le rouge, c'est pareil, parce qu'ils ne faisaient pas la distinction avec le rose. Le rose, c'était quand même une couleur attribuée aux garçons. Et très rapidement, ça passe à la couleur rouge des hommes, c'est-à-dire de la fertilité, du phallus et du sang, du Dieu sacrifié, de Jésus-Christ et des stigmates. C'est une couleur virile, le rouge. Le rose, qu'on prête plus facilement aux garçons. Si vous regardez dans tous les portraits, les tableaux de l'époque, qui s'étendent jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, le rouge, ça reste les hommes, principalement. C'est comme les talons hauts que Charles Ier a contribué à populariser et qui vont escalader dans les rangs inférieurs de la noblesse. Donc le bleu, pareil. Les talons hauts étaient réservés aux hommes. Et au plus ils étaient hauts, plus ça signalait la noblesse du personnage. Donc il y avait un renchérissement, ils enchérissaient sur la hauteur, parce que les paysans, ils n'allaient pas pouvoir se promener dans la terre, dans les champs avec les talons. Le roi Soleil, évidemment, le roi Soleil. Il montre ses belles jambes dans des petits bas blancs avec plein de fanfreluches. Accessoirement, il est poudré, perruqué, parfumé, mais c'est un apanage de la virilité. C'est le roi. C'est le roi viril par excellence. Pourquoi le rose, maintenant, c'est les filles, en fait?
Jusqu'à quand le rose Parce que c'était la couleur des... C'est des années 60, parce qu'auparavant, on habillait les enfants, parce que c'est du codage, là, pour le coup, d'enfants. Auparavant, on habillait toujours les enfants en blanc. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y avait pas de contraception, donc on avait une tripotée d'enfants, donc les mêmes vêtements servaient jusqu'à à peu près 6-7 ans, hein, en fait. Les mêmes vêtements servaient, etc. Et pourquoi le blanc? Pourquoi ne pas donner de couleur? Parce qu'on n'avait pas des teintures aussi performantes et de fixateurs. Tout simplement parce que pour nettoyer le caca de bébé, hein, il fallait les faire bouillir, les vêtements. Il fallait pouvoir les laver à haute température, il fallait pouvoir les laver avec des lessives très fortes. Donc le blanc, c'était idéal parce que, voilà. Donc les enfants avaient tous des culottes bouffantes, bon, des couches en tissu de diverses, voilà, jusqu'à l'âge où ils pouvaient être propres, des culottes bouffantes, des espèces de petites robes. Ce sont deux petits garçons. Voilà, moi j'ai des photos de cheveux longs et des robes. J'ai des photos de mon père dans cette tenue, avec effectivement des cheveux longs, des robes qui n'étaient pas considérées comme des robes en fait, c'était des tenues d'enfants normaux. Et à partir des années 60 et du développement du prêt-à-porter pour effectivement notamment les enfants, là, ils ont commencé à codifier les couleurs. Et évidemment, le prêt-à-porter, ça veut dire on achète, on jette, on rachète, on jette, on rachète, on jette. C'est plus, on lave et on transmet sur plusieurs générations d'enfants. Et donc là, ils ont commencé à coder. Et c'est vraiment à partir des années 60 qu'on voit cette séparation et cette vraiment assignation du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Et on reconnaît, et à partir de là, plutôt que de ne plus du tout distinguer d'un enfant jusqu'à 6-7 ans s'il est une fille ou un garçon et qu'on les traite de la même façon, etc., sachant que les enfants n'étaient pas scolarisés avant cet âge-là, hein, à cette époque. Hein. En fait, à partir de cette époque précisément, ça devient important de dire si un nourrisson est un garçon ou une fille. Et les codes couleurs, le petit bonnet bleu, les petits chaussons bleus, les petites... etc. Et ça a dérivé jusqu'à notre époque où carrément, on a des maillots de bain sexy pour des petites filles de 3 ans. Donc c'est très récent, cette différenciation sexuelle dès l'enfance par le vêtement et par la couleur. Très récent. Avec un bornage, avec un stéréotype. C'est-à-dire qu'il y a un codif. Il n'y a pas dans du une tout de case. prise de distance par rapport au fait que ce sont des conventions sociales qui, par définition, sont mouvantes. Mais si on regarde dans le monde, à notre époque, est-ce que nous, avec nos lunettes eurocentrées du XXIe siècle, on serait capable de reconnaître un genre, c'est-à-dire un rôle socio-sexuel dans des populations et des peuples qui n'ont rien à voir avec nous? Par exemple, des guerriers. Mais la mouvance du stéréotype. Hommes ou femmes? C'était des hommes. C'était des hommes. Non, mais c'est l'illustration que, de toute façon, les guerriers des sociétés traditionnelles se parent pour aller combattre. Ils se maquillent, ils portent des vêtements voyants, des attributs voyants. Et d'ailleurs, c'était le cas des guerriers, des soldats, jusqu'au le pantalon rouge en Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale et la guerre en dentelle jusqu'au XVIIIe siècle. Ils se battaient avec des fanfreluches, des trucs hyper voyants. Pour cet exemple-là, c'était des hommes mots d'habits. Alors, c'était pas pour aller faire la guerre, hein. C'était pour attirer les jeunes femmes. Ils doivent se faire beaux parce que les femmes vont les choisir. C'est pour ça qu'ils étaient maquillés. Mais ce sont des codes de virilité. En fait, à l'époque moderne, nous, dans les années 70, on avait d'autres exemples de la mouvance des codes de la virilité. Oui, on va montrer peut-être quelques exemples de tribus états-uniennes, nord-états-uniennes du XXe siècle. Ça, c'est Twisted Sister. Monsieur qui d'ailleurs s'est fait connaître en étant parent d'élèves devant les tribunaux, etc., hein, pour défendre le rock'n'roll. Voilà. Motley Crue. Vince Neil, là, le petit blond au milieu, c'était un homme hétérosexuel et qui a dû littéralement ne pas laisser une seule femme s'échapper. C'est David Lee Roth. Ouais. Van Halen, vous connaissez Van Halen, Van Halen, ouais. Jump. Et David Lee Roth, il joue avec les cônes, mais ou pas tant que ça, parce que finalement, à l'époque, ils étaient tous habillés comme ça, hein, dans le glam rock, dans le rock, c'était la mode. C'était pas considéré comme efféminé. Pareil, David Bowie n'a jamais prétendu être une femme. Il a joué avec les codes tout le temps, sans se prendre pour ce qu'il n'était pas. Joan Jett, jamais prétendu être un homme. Non plus. Des Runaways, vous la connaissez toutes. Annie Lennox, de Eurythmics. Le code de la variété, en France en tout cas, ça vient des Mérovingiens et ce qu'on appelait les rois chevelus en fait. Et ensuite barbus avec Charlemagne à la barbe fleurie, mais ça vient après. Mais les Mérovingiens, c'est les rois chevelus et c'était un signe de virilité et de royauté, de noblesse que d'avoir des longs cheveux pour les hommes. C'était un signe de virilité et de puissance guerrière. Et puis un homme a le droit d'être efféminé et une fille a le droit d'être une butch sans être pourtant... avoir à se prendre pour un garçon. Et ça n'enlève rien à la féminité ni à la masculinité qui réside uniquement dans le corps.
Les organisations transactivistes s'appuient sur les stéréotypes de genre pour définir ce qu'est une personne trans. Au lieu d'aider les jeunes à les relativiser et s'en défaire, ils considèrent ces stéréotypes comme l'expression même du genre. Mais d'où viennent-ils? En Occident, même dans les familles traditionnelles, la plupart des parents n'enseignent plus ces stéréotypes à leurs enfants. Même si l'égalité est loin d'être acquise, aujourd'hui les hommes font la cuisine, dansent et s'occupent des enfants tout en étant des hommes à part entière. Les mamans conduisent, enseignent, font de la recherche, dirigent des entreprises et des États. De plus en plus de femmes s'enrôlent dans l'armée et la police, tout en étant femmes et mères à part entière. Chassés par la porte depuis la perte d'influence des religions, les stéréotypes de genre sont revenus en force dans les foyers par le biais des écrans. Ce sont des stratégies marketing des industries du jouet et de l'image. Depuis des décennies, la télévision, le cinéma et l'industrie des jeux vidéo les sursignifient à travers des personnages hypersexués qui exercent une influence considérable sur les jeunes au moment même où ils forgent leur identité. La journaliste Abigail Shrier a étudié l'épidémie de transidentité chez les jeunes filles dans un livre remarquable, Dommages irréversibles. Cette vague est survenue dans une génération d'adolescents addicts au smartphone. Happés par les réseaux sociaux et centrés sur leur ego, la génération Z a vu se réduire considérablement la possibilité d'interagir en groupe, au moyen d'expériences concrètes, comparativement à celles de leurs parents. Le nombre de jeunes trans identifiés a connu un bond pendant le confinement. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. L'adolescence est un passage ingrat où le corps change de façon hétérogène, comme si chaque membre avait décidé d'évoluer à sa propre vitesse. Plus tout à fait des enfants, mais encore loin d'être des adultes, les ados sont soumis à des tempêtes hormonales. Elles provoquent des sautes d'humeur et un sentiment de décalage inévitable à cet âge de la vie. Leur corps les bombarde d'hormones sexuelles, alors qu'ils sont encore loin d'être prêts à s'engager dans une véritable relation d'adulte. Le cerveau humain n'atteint sa pleine maturité qu'à 25 ans. L'adolescence est l'âge où l'on quitte le giron familial pour se créer ses premiers liens sociaux dans un groupe. Les jeunes se préoccupent de la façon dont ils sont perçus par les autres. Ils se jaugent, se jugent et s'exposent sur les réseaux sociaux. Comment se sentir bien dans sa peau si l'on se compare aux héros bodybuildés et aux bombes aux jambes fuselées, au moment même où votre corps semble vous trahir? Tandis que les avatars des jeux vidéo permettent à n'importe qui d'endosser n'importe quel stéréotype, dans l'anonymat le plus total, l'industrie du cinéma joue à faire et défaire les codes artificiels qu'elle a elle-même créés, en popularisant les nouveaux héros trans. Ces dernières années, les personnages trans mis en valeur par l'industrie du cinéma ont évolué du vieux drag queen pathétique et touchant à des personnages beaucoup plus jeunes et convaincants. C'est le message asséné par la magnifique série de Netflix Sense8. Son personnage central, Nomi Marks, est interprété par un homme transidentifié femme. Ce personnage n'est pas seulement présenté comme authentiquement femme, mais profondément féministe. Bien que blanche et bourgeoise, Nomi Marks est désignée comme plus opprimée que toutes les victimes du monde, parce que prisonnière d'une horrible famille traditionnelle et bigote, prête à tout pour lui refuser d'exprimer sa véritable identité. You know, John Woo movies and books that are, you know, science fiction that is about the sort of nature of reality. Les réalisateurs de la série, les frères Larry et Andy Wachowski, sont devenus les sœurs Wachowski, Lily et Lana. It's less about you honoring me than it is about me honoring you. Happiness, it's not a finish line that you cross in your life. It's a journey. Yeah, sure. But, you know, I'm speaking my truth and I'm living my truth, and that's important for everybody to be able to do that. Les transactivistes présentent leur démarche comme un affranchissement des normes de genre. Mais au lieu de combattre ces stéréotypes sexués, ils les renforcent, voire même les enseignent, puisque la seule réponse proposée aux adolescents mal dans leur peau est de fuir leur corps pour adopter les stéréotypes de l'autre sexe. Cet idéal cosmétique représente un virage à 360 degrés pour revenir exactement au même point de départ, la glorification des stéréotypes sociosexuels. La génération des 15-20 ans est aujourd'hui sommée de répondre à cette injonction sociale, promulguée par ceux-là même qui prétendent les en libérer,
pour se rapprocher le plus possible d'une norme cosmétique idéale. Sous le rouleau compresseur de l'idéologie du genre, un homme n'a plus le droit d'être efféminé et fier de l'être. Il doit s'identifier à une femme et se conformer aux stéréotypes féminins. Une femme n'a plus le droit d'être butch et heureuse de l'être. Elle doit s'identifier à un homme et se conformer aux stéréotypes masculins. La plupart des personnes queer sont homosexuelles. Bien que le transactivisme soit issu du mouvement queer, qui signifie étrange, bizarre, il a fini par contredire son essence même, le droit à l'ambiguïté sexuelle. L'idéologie du genre fait peu à peu disparaître les homosexuels. Je me genre au masculin depuis 1 an maintenant, un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C'est un processus assez long et tout ça, je le mentionne ici parce que tu vois, limite, quitte à me troller, tu vois, troll-moi avec les vraies attaques, je sais pas, dis que je suis devenue psychotique et donc que mon masculin est une psychose, enfin tu vois, fais le truc, mais genre en tout cas, sache que je me genre au masculin, voilà, donc c'est une façon de s'adresser à moi. À la base de la définition de la transidentité, il y a la notion de dysphorie de genre ou d'incongruence de genre. Le terme décrit le sentiment de détresse et de souffrance ressenti par les personnes dont l'identité sexuée ne correspond pas au sexe qui leur aurait été, selon la terminologie consacrée, assigné à la naissance. Contrairement à ce qu'affirment les transactivistes, le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est simplement constaté. Il n'existe pas de spectre sexué. On est homme ou femme, point. Les transactivistes se sont appropriés la problématique des personnes intersexes pour propager l'idée qu'il existerait un spectre sexué et rejeter le sexe au profit d'une identité genrée autodéterminée. Cet amalgame est totalement mensonger. Les personnes intersexes souffrent d'un ensemble de pathologies développementales spécifiques, extrêmement rares. Il en existe plus de 40 formes différentes. Dans certains cas, effectivement, le sexe est assigné à la naissance, dans la mesure où l'examen des organes génitaux externes d'un bébé ne permet pas toujours de déterminer son sexe avec certitude. Dans ces situations rarissimes, un médecin peut parfois se tromper. Les personnes intersexes luttent âprement pour qu'une identité sexuelle ne leur soit pas chirurgicalement imposée dans l'enfance, afin de leur laisser le temps d'attendre que leur développement sexuel si particulier et spécifique à chacun suive son propre chemin. Voilà, donc je dis bon, je suis une fille, j'essaie de me maquiller et tout, mais c'est ce que je renvoie. Mais contrairement aux personnes intersexes, les trans ont des organes sexuels parfaitement normaux et fonctionnels. La condition des personnes intersexes entraîne chez elles de lourdes conséquences somatiques qui sont fabriquées artificiellement dans un corps sain chez les personnes trans. Certaines personnes naissent avec 6 doigts, sans oreilles ou sans aucune pigmentation. Ces anomalies du développement n'invalident pas le fait que l'être humain est conçu pour posséder 5 doigts à chaque main, 2 oreilles et une peau pigmentée. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Le docteur Lisa Littman, chercheuse à l'université de Brown aux États-Unis, est la première à avoir étudié spécifiquement l'augmentation vertigineuse du nombre de jeunes trans, particulièrement des jeunes filles qui cherchent à obtenir des bloqueurs de puberté, des hormones sexuelles contraires et des opérations chirurgicales pour devenir trans hommes. En interrogeant leur famille pour comprendre leur parcours, elle a mis en évidence un phénomène de contagion sociale, désormais connu sous le nom de Rapid Onset Gender Dysphoria, dysphorie de genre d'apparition rapide. Certaines de ces ados ont vu l'ensemble de leur cercle d'amis proches devenir trans du jour au lendemain. But there's one story that really drives home this issue about kids influencing kids. There were 2 cases, unrelated, where these kids were with their peer groups at school and came to the conclusion that they were transgender. The kids, both of them, actually spent a summer away, just in a different environment, made new friends, had romantic relationships, and while they were away, they concluded that they really weren't transgender after all. And these kids were, when they came back, were terrified to face their peer group and asked their parents to help them transfer high schools so that they wouldn't face these kids because they were concerned that these kids wouldn't understand, they would mock them, they would treat them like a traitor. And both of these families were able to relocate and help the kid transfer high schools and was thriving.
Les travaux du Dr Littman ont déclenché une levée de boucliers des transactivistes et l'ostracisme frileux de ses pairs. Mais comment douter que les jeunes soient influencés par la culture dans laquelle ils baignent, ainsi que par le comportement des autres jeunes? Pourquoi la transidentité serait-elle le seul domaine exclu de ce phénomène d'observation courante? Je fréquentais quelqu'un quand j'avais 18-19 ans, qui était un homme transgenre. Et du coup, on a pas mal parlé du fait qu'il y avait quelques petites choses qui me dérangeaient, moi, avec ma féminité, mon rapport à mon genre assigné, et des choses qui me mettaient dans un inconfort. Et de fil en aiguille et de discussion en discussion, il a pu en fait poser des mots sur ce que je ressentais et m'orienter pour faire des recherches, en fait, tout simplement, et me rendre compte qu'en fait, oui, il y avait une communauté. Première année sous testostérone. De la testostérone. Première injection de testostérone. Bien avant les travaux du Dr Littman, de nombreux médecins avaient observé l'augmentation phénoménale des demandes de réassignation sexuelle chez des adolescents sans aucun antécédent de troubles de l'identité sexuelle. Nous sommes des animaux sociaux. Comme tous les animaux sociaux, les jeunes se regroupent à la puberté, en fonction du sexe migrateur de leur groupe social. Selon les espèces, les garçons ou les filles d'une même tranche d'âge quittent leur groupe de naissance et partent ensemble à la recherche d'un autre groupe social, avec lesquels ils pourront avoir des relations sexuelles sans lien d'apparenté. Ces regroupements entre pairs de même âge sont l'occasion d'affirmer leur identité et développer leurs rapports sociaux. Trouver sa place dans la meute. Les adolescents humains ont les mêmes besoins et sont soumis au même déterminisme que ceux des autres espèces sociales. La différence est que la complexité de la culture humaine ne permet plus aux parents de lâcher leurs ados dans la nature. Pour se forger une identité au contact avec les autres, les adolescents sont contraints de fuir autrement. Sur les réseaux sociaux, parfois dans des expériences extrêmes. Abigail Shrier a soulevé dans Dommages irréversibles un point essentiel. L'adolescent humain se forge une identité en rupture avec son milieu d'origine. Faute de pouvoir partir répondre aux injonctions de l'espèce, le porno, la drogue, la maîtrise obsessionnelle de l'image de son corps représentent autant de transgressions immobiles. Le phénomène trans se produit dans de nombreuses familles progressistes, très en phase avec les valeurs LGBT. Si les parents sont progressistes, l'enfant va devoir aller encore plus loin pour s'affirmer par la transgression. Il s'agit moins d'aller quelque part que de trouver à tout prix un mur auquel se confronter pour exister. Ce phénomène de contagion sociale est d'autant plus évident que depuis son plus jeune âge, l'enfant apprend par imitation. Un comportement pivot, socle de tous les apprentissages. Le phénomène transidentitaire est indissociable de la multiplication des écrans. Les jeunes trans jouent avec leur image, manipulent leur corps, exposant leur transition au monde entier comme une expérience de télé-réalité. Même dans la communauté trans, il y a des idées reçues. Et malheureusement, il y a encore des femmes trans qui pensent que si t'es pas opérée, si t'as pas de vagin, tu n'es pas une vraie femme, alors que c'est totalement ridicule. C'est pas le sexe qui va définir une personne entière. Que t'aies un pénis, que t'aies un vagin, peu importe le sexe que t'as, si tu es un homme, si tu es une femme, si tu ressens l'être, bah c'est que tu l'as, point barre. L'ex-cadre de Facebook, Frances Haugen, a mis en évidence les effets toxiques des algorithmes des réseaux sociaux. En favorisant le rassemblement des personnes motivées par les mêmes sujets, il les amplifie de façon considérable en leur fournissant une caisse de résonance, pour le meilleur et pour le pire. Communiquer autour de sa transidentité, c'est sortir de l'anonymat et intégrer une communauté très réactive. Les jeunes en questionnement identitaire s'attirent mutuellement comme des mouches. La recherche attentionnelle est pour tous un puissant motivateur, particulièrement pour des jeunes anxieux qui n'ont qu'une vie sociale assez pauvre. Nous sommes des cerveaux sociaux. Nos centres d'intérêt, notre identité sont façonnés par l'attention que l'on nous porte. En miroir des influenceurs, les ados mettent en scène leur transition sur la toile, où ils vont cumuler des likes et des followers. Ils deviennent dépendants de cette attention qui les booste et façonnent leur comportement, leurs émotions et leurs pensées à leur insu. Bonsoir les girls et les boys. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La recherche attentionnelle opère sur la cognition comme une drogue. Elle augmente de façon artificielle la libération de dopamine dans le circuit de la récompense. Modifiée dans son amplitude et dans sa source, la dopamine inonde le cerveau d'une sensation de satisfaction intense dont le youtubeur devient dépendant. Pour en avoir toujours plus, il s'acharne à mobiliser l'attention d'une communauté particulièrement labile.
J'espère que les personnes qui verront toutes ces vidéos et tous mes passages dans tous les médias différents en parleront avec leurs enfants, les éduqueront. C'est très important que voilà, on en parle partout, que ce soit dans les médias, à l'école surtout, parce que les jeunes d'aujourd'hui, voilà, ils sont en train de grandir avec les réseaux sociaux. Il est important pour moi qu'ils apprennent les termes, qu'ils apprennent à demander le pronom des personnes, qu'ils apprennent à respecter tout le monde. On n'est pas des foires de cirque, on n'est pas des clowns. En communiquant sur leur transidentité, ces ados mal dans leur peau intègrent une communauté virtuelle dans laquelle ils deviennent tout à coup quelqu'un. En retour, ils reçoivent un love bombing qui les conforte dans leur démarche et les pousse à aller encore plus loin pour mobiliser l'attention de leurs fans. Je parlerai du sujet des hormones que j'ai actuellement avec moi. Et aujourd'hui, on va parler de ma transition. Ma transition. La mise en scène de leur transition peut même devenir une profession, dont les influenceurs trans espèrent vivre grâce aux revenus publicitaires générés par le nombre de vues et le merchandising. Salut à toi, je suis très content de faire cette vidéo. Enfin, je vous annonce que j'ai créé ma marque. Ces influenceurs exhibent fièrement leurs photos avant-après, manifestant ainsi une très faible dysphorie. Il s'agit plutôt de jouir d'un hyper-contrôle sur son corps et reproduire dans le réel le fantasme d'une transformation devenue un métier. Salut Olivier, c'est Olivia et Lilo. Et on est là en fait pour te raconter ton histoire et ce qui va se passer dans les années et dans les mois qui viennent. Les influenceurs trans exhibent leur transition comme un spectacle de télé-réalité. Ils conduisent le monde à mesurer les effets visibles des hormones sur leur organisme. La testostérone les conduira-t-elle vers une apparence crédible? Bien faudra-t-il revoir ses ambitions à la baisse et se contenter du qualificatif de non-binaire? D'une personne à l'autre, les résultats sont extrêmement variés et le chemin incertain. Les jeunes transidentifiés fantasment sur les effets des mutilations qu'ils s'infligent, emballés avec des paillettes, et le soutien de faux amis qui les lâcheront au moindre doute. Ils sont bien trop jeunes pour penser à la mort, aux conséquences de la stérilité, et mesurer les torts infligés en cascade à leur organisme. It is a concern that you're putting people on these pathways without enough evidence of the treatment or of the long-term consequences of what that treatment is doing. This can be life-changing treatment in many situations and circumstances, and that pathway is something that you're putting people on without the requisite evidence. Well, I accept that we can always have a better evidence base. I don't accept that there is no evidence base. I think it depends on how you define your evidence base. And what I would add, well, how do you define it? What do you give them? Well, I was just about to say that. You know, the children's service at the Tavistock has been running for 30 years. They have seen more than 10,000 patients. The adult Charing Cross Gender Identity Service has been running for a year less than I am, which I think is 53 years. In that time, they've seen tens of thousands of patients. So there may not be the sort of gold standard, as we would say in medicine, randomised controlled trials, but actually you are rarely going to get... Sorry? Well, I'm just curious, because the NHS is meant to be dispassionate, isn't it? It is for people to have faith in all treatments, whether it is a disease, a cancer, an asthma, or a gender reassignment. It has to be peer-reviewed. It has to be evidence-based research. It's not enough to say we fail to be clinically curious or acquire the relevant data and evidence that we need to make sure this is right. I think that's both harsh and inaccurate, actually. I mean, I think a lot of research has gone on over the years. I think that it's quite difficult to do very long-term research in any field. And if you're looking at people's reactions to transitioning, and you're looking at what happens 5, 10, 15, 20 years, very few studies will ever be set up that will actually take that into consideration. If you look at the hang on, let me just ask you about the numbers, okay? Because the numbers are astonishing. That we know that in the last 4 years, the number of adults and children being referred to gender identity clinics has more than doubled. It's now at 8,000. Now, what do you attribute that to? I don't know. I don't think any of us know. But why aren't you finding out? I mean, you can't just say, I don't know and we're not looking into it. I didn't say that. I said we don't know. Well, are you looking into it? And we probably won't know until some time has passed.
La transidentité partage avec l'anorexie un parcours d'anxiété sociale intense, l'automutilation et l'obsession du contrôle du corps. Très répandu sur les réseaux sociaux il y a une vingtaine d'années, les sites pro-Anna dispensaient des conseils aux jeunes femmes pour maigrir et tromper la vigilance de leur entourage. L'effet de contamination sur les jeunes filles était si évident que ces sites faisant la promotion d'une maigreur morbide ont été interdits. La contamination sociale des pathologies psychiatriques est un phénomène connu depuis très longtemps. En 1518, les Alsaciens se sont mis à danser avec frénésie jusqu'à ce que mort s'ensuive. Plus récemment, les réseaux sociaux ont été le théâtre d'une flambée de syndrome de Gilles de la Tourette. Un peu plus glamour, la mode des hauts potentiels intellectuels ou encore du trouble dissociatif de l'identité sévit sur la toile, produisant par contagion des cohortes de spécimens autodiagnostiqués. C'est comme si j'étais moi, mais avec quelqu'un qui me guidait dans ma tête. Si on peut dire ça comme ça, c'est très, très compliqué à expliquer. Et voilà, 5% du temps, vraiment, quand je suis dans des états de tristesse, dans des états de fatigue, mais pas oh, j'ai 2 heures de sommeil en moins, non, vraiment dans des états de fatigue critique, pardon, voilà, c'est là que je me rends compte que je perds le contrôle dans ma tête et que voilà, ça part. La transidentité implique un rejet de son propre corps, une phobie de ses organes sexuels. Pour expliquer cette épidémie, il est nécessaire de comprendre comment se fabriquent les phobies par l'évitement. Exemple, une personne expérimentant un malaise dans une foule très dense peut chercher à éviter de se retrouver dans la même situation pour ne plus éprouver de malaise. C'est l'évitement. À court terme, cela fonctionne, mais à plus long terme, le malaise initial ne fait que se renforcer et se généraliser. Parce que plus l'on cherche à échapper à quelque chose, plus l'on se sent incapable d'y faire face. La personne peut être amenée à réagir en évitant toutes les situations de regroupement susceptibles d'entraîner un nouveau malaise. Le mal-être initial se consolide et devient obsédant, limitant de plus en plus la liberté de mouvement dans un cercle vicieux infernal. C'est ainsi qu'une personne peut devenir progressivement agoraphobe, au point de ne plus pouvoir sortir dans la rue. Les phobies se fabriquent parce qu'en cherchant à éviter une émotion désagréable, on ne fait que la renforcer. Le seul moyen d'y remédier, c'est au contraire de s'exposer progressivement à l'agent phobogène, par petites touches progressives, jusqu'à ce que l'angoisse s'estompe et qu'il ne suscite plus d'émotions négatives. Okay, so I did all the tests and stuff and I had no like cancer or anything like that, so that was great. There's no cysts, there's nothing weird happening like that, thank God. So basically like everything got inflamed because of my nipple piercings, which I've had for like 7 years, and they randomly chose to... Parce que c'est un mouvement intensément prosélyte, le militantisme transidentitaire fabrique de toutes pièces des phobies corporelles chez les adolescents à qui il fournit la possibilité d'effectuer un évitement de leur corps sexué. Des mantras comme être né dans un mauvais corps, les concepts de femme à pénis et d'homme enceint, combinés à de multiples exemples de transition, incitent les adolescents à penser qu'il est possible d'échapper à son propre corps. Ce que l'on veut éviter devient obsédant. C'est ainsi que des dysphories de genre se créent de toutes pièces, par contagion sociale, et se renforcent au sein de la communauté trans. Concernant les jeunes filles, cette dysphorie est facilitée par la phallocratie intériorisée, comme en témoigne l'excellente série documentaire de Vaishnavi Sundar, Dysphorique, fuir la féminité comme une maison en feu. La censure du corps des femmes va de pair avec la surexposition des stéréotypes féminins. Il a fallu moins de 5 secondes aux algorithmes pour censurer cette poitrine féminine. En revanche, aucune réaction devant les tétons des jeunes femmes transidentifiées hommes, affichant fièrement leur mastectomie. Même en érection, les pénis peuvent s'exposer sans aucune censure. Les algorithmes proposent d'innombrables opportunités aux jeunes filles d'échapper à leur corps de femme.
Ce qui a changé aussi, c'est le regard des gens dans la rue, particulièrement des hommes en général. Après des années à me sentir comme une proie quand je me promenais dans la rue, je me sens maintenant plus en sécurité et c'est quand même plus confortable. Mais c'est aussi très révoltant de voir à quel point le décalage est énorme entre la vie d'une femme et d'un homme qui se promène dans la rue. Les jeunes femmes présentent un profil de vulnérabilité psychosociale particulièrement marqué, avec un passé fréquent de violences sexuelles. Pour une fille vulnérable, devenir un homme est une stratégie destinée à se protéger des agressions. Moi, tout le monde s'est mis à m'appeler monsieur globalement dans la rue et quand je connais pas des gens, et c'est ça dont j'avais besoin, je pense que j'avais vraiment besoin de faire une pause. L'expérience d'un mal-être corporel, l'angoisse devant la sexualité sont des phénomènes courants de l'adolescence. La plupart du temps, ils se résolvent d'eux-mêmes en grandissant. Dans The End of Gender, le Dr Debra Soh, sexologue, révèle que les 11 études menées sur ce thème sont toutes concordantes. Si aucune démarche médicale n'est effectuée, 75 à 90% des jeunes se plaignant de dysphorie de genre guérissent d'eux-mêmes en entrant dans l'âge adulte. La plus récente est citée par Helen Joyce dans son livre « Trans, quand l'idéologie rencontre la réalité ». Publiée en mars 2021, cette étude analyse le parcours de 139 garçons suivis pour dysphorie de genre. 90% d'entre eux se sont réconciliés avec leur sexe après la puberté. And to see people so willfully tell small children lies, like that you can be either sex if you want, or that sex is a spectrum, or that we were assigned a sex at birth, or that some people are non-binary, or that if if when you're 7 you decide that you're really a boy, you'll just go on puberty blockers and take testosterone and there'll be a little operation. And I feel livid at these people, really livid. Dans le tribunal où je travaille, donc c'est pas un énorme tribunal non plus, déjà il y a une explosion des demandes, des requêtes en changement de sexe. Cette dysphorie-là, initialement, elle concerne essentiellement des hommes. C'est qu'on continue à avoir des demandes de changement de sexe à l'état civil de la part d'hommes adultes, voire âgés. En fait, qui ont fait toute leur vie, qui effectivement découvrent à l'âge, même des fois à l'âge de la retraite. Pour ce qui est des transitionneurs, des trans-hommes, c'est-à-dire des personnes nées de sexe féminin qui revendiquent le sexe masculin, on n'a que des jeunes. C'est-à-dire qu'à l'échelle de mon tribunal, sur mon expérience, le maximum d'âge, c'était 26 ans. Et ça faisait déjà 4 ans qu'elle avait commencé. Et elle disait elle-même que sa démarche était tardive. Il n'y a pas de femmes adultes, de femmes âgées, de femmes qui ont fait leur vie de famille et qui, leurs enfants partis, décident de enfin penser à elles, qui font cette démarche. Par contre, il y a des hommes très jeunes, de tous âges finalement, qui eux, voilà. Donc, par ailleurs, en effet, sur les dossiers, qu'est-ce qu'on doit apporter dans sa requête, effectivement, pour obtenir cette décision? On a évidemment des pièces médicales, au minimum des attestations. Des attestations de médecins spécialisés, de suivi pluridisciplinaire qui disent, voilà, oui, telle personne est suivie depuis telle époque, etc. Avant, on avait beaucoup de personnes qui disaient, bah, moi j'étais obligée d'aller dans le privé parce que je trouve pas dans le public, ça fonctionne pas. Et en fait, là, dans ces 6 derniers mois, on a des dossiers, il y a des antennes spécialisées pluridisciplinaires qui ont ouvert à Brest, à Caen, à Marseille, à Limoges, tous les CHU. En plus, se faire prescrire des hormones dès la première séance. Alors voilà, on est étonné d'apprendre comment ça s'est passé parce qu'on les interroge un peu sur leur parcours et ils disent en fait voilà, je me suis posé des questions, j'ai vu sur internet, machin, et j'ai consulté. Puis alors du coup, on m'a orienté donc par exemple, je sais pas moi, un infirmier psychiatrique dans un CMP m'a orienté vers machin et j'ai vu le docteur Bidule. Donc le docteur, je dirais pas de nom, mais les docteurs qui sont spécialisés, etc. Et puis, ah oui, donc vous avez un suivi avec... Ah non, je l'ai vu une fois. Ils ont vu une fois le docteur a validé manifestement la dysphorie. Alors je suis étonnée parce qu'en matière, par exemple, matière que je connais un peu, d'autisme, quand on est adulte, se faire diagnostiquer un autisme, c'est pas déclaratif, hein. Il faut passer des fourches codines, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer un psy 4, 5, 6 fois qui accepte de faire un courrier pour vous envoyer dans un centre spécialisé où là on vous refait passer des tests. C'est quand même assez étonnant quand on a un rendez-vous, les personnes soient tout de suite mises sur la piste d'un parcours de transition, immédiatement. Oui, d'un parcours médical. Et vous avez une endométriose, vous n'avez pas le droit de faire congeler vos ovocytes. Enfin, il y a plein de trucs qui sont limitants. Mais par contre, vous déclarez que vous êtes trans et vous êtes tout de suite sous testo, quoi. Direct. Je trouve ça très pertinent ce que tu dis et ton parallèle avec l'autisme, parce qu'on disait depuis une dizaine d'années, ce qu'on observe
en France, mais surtout dans les pays anglo-saxons et en fait un peu partout, c'est une explosion des cas donc de transition du sexe féminin vers le genre masculin. Et donc c'est principalement des filles qui sont visées, donc des jeunes. Et on s'aperçoit aussi depuis quelques années qu'on diagnostique très mal l'autisme chez les enfants, et en particulier chez les filles, parce que c'est pas toujours les mêmes critères. Et on sait aussi que les personnes autistes sont surreprésentées chez les personnes trans, et personne ne fait le lien. C'est quand même assez incroyable. Aussi, ils font le lien, mais justement pour valider la nécessité de se dit comment ça se fait qu'en fait, ils ne font pas le lien entre le manque de disponibilité de parcours médical, de diagnostic et de soins, parce que toutes choses par ailleurs étant égales, les autistes ont sans doute autant besoin d'avoir accès à des équipes pluridisciplinaires rapidement, à des solutions thérapeutiques rapidement, à une reconnaissance de leurs besoins et de leur mode de fonctionnement dans particulier. Voilà, à l'école, au travail, etc. Ils ont aussi besoin effectivement d'avoir certaines aides, d'avoir une ALD, d'avoir un axe, etc. Absolument. Et pourtant, pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de psychiatre disponible. On leur dit un peu tant pis, débrouillez-vous. Puis on ne les croit pas sur parole. Au contraire, et on ne croit pas sur parole. On va plutôt avoir une tendance à prendre le contre-pied de leur discours. Croire sur parole. Pour moi, l'autodiagnostic. Alors, en tant que juriste, je suis très rationnelle par rapport à la science et aux connaissances à l'heure actuelle en matière de psychiatrie. On est quand même très avancé et c'est très globalisé. Et tout de même, les sciences en la matière, avec notamment le DSM qui est révisé régulièrement, etc., permet quand même on n'en est pas au balbutiement de la psychiatrie, du tout. Donc à partir de là, effectivement, l'autodiagnostic, pour moi, est une aberration. C'est-à-dire qu'il est évident que quelqu'un qui dit « Ah bah ouais, j'ai vu que j'ai du mal à me concentrer, je suis un peu agité, machin, hop, je dois être autiste parce que je l'ai lu sur un blog », c'est évident que les psychiatres non pas le rire au nez, mais dire « Attendez, on va se poser ». Je vais vous poser des questions, vous allez me raconter votre parcours, vos difficultés, puis ensuite on va passer des tests pour vérifier. Pour la transidentité, moi je trouve que c'est hallucinant. C'est dans un no man's land, là, on est dans une autre dimension. C'est que toutes les barrières, toutes les précautions scientifiques, protocolaires, qui font partie de la formation de n'importe quel personnel de santé, normalement, ont magiquement sauté. Christopher Gillberg est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Göteborg en Suède. Il est le chercheur le plus productif au monde dans le domaine de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Dans une tribune publiée le 13 mars 2019 dans le Svenska Dagbladet, il s'élève contre l'explosion des traitements de réassignation sexuelle effectués sur les 12-17 ans. Ces traitements hormonaux et chirurgicaux sont des mutilations génitales. À ce titre, ils sont punissables par la loi suédoise. Le professeur Gillberg et ses collègues s'alarment du pourcentage très important des jeunes trans avec autisme ou TDAH. Les traitements par administration d'hormones sexuelles contraires sont effectués sans autorisation de mise sur le marché et sans aucune étude sérieuse pour évaluer le rapport bénéfice-risque. Ces expérimentations hasardeuses sont menées sans rechercher d'éventuels antécédents psychiatriques et parfois même sans le consentement de parents d'enfants mineurs. Jean Itard was the first person to really describe in detail a person with autism, and in the literature it's very well described by Itard. D'après le British Medical Journal, 35% des jeunes adressés aux services dédiés aux troubles de l'identité de genre présentent des traits autistiques, modérés à sévères. Les transactivistes eux-mêmes reconnaissent la large surreprésentation des jeunes avec autisme dans leur rang, sans avancer aucune explication au phénomène. Beaucoup de personnes trans sont en situation de handicap, surtout de handicap psychiques ou mentaux. Dans différentes études, on a vu qu'une personne trans sur 2 avait un handicap. Bah oui, quand même. Du coup, c'est bizarre qu'on n'en parle jamais. La prévalence des jeunes autistes et TDAH chez les trans peut s'expliquer de plusieurs façons.
noyés dans des interactions sociales de plus en plus complexes, qu'ils ont le plus grand mal à appréhender du fait de leur handicap. Ils sont nombreux à l'adolescence à faire un burn-out social. Il se produit une confusion entre dysphorie sociale et dysphorie de genre. Cette dernière apparaît comme une explication simple à un problème complexe, et la transition le remède ultime à leur mal-être. De nombreux jeunes autistes souffrent de problématiques sensorielles et de retard de développement qui complexifient leur rapport à la sexualité et peuvent expliquer une plus grande difficulté à passer le cap de l'adolescence. Les jeunes autistes ont tendance à imiter leur père de façon très formelle. Comme les TDAH, du fait de leur manque de flexibilité cognitive, lorsqu'ils ont choisi un chemin, ils ont beaucoup plus de mal à douter, revenir en arrière, que leur père neurotypique. Le diagnostic d'autisme est calqué sur une clinique masculine. Celle-ci invisibilise de nombreuses jeunes femmes autistes chez qui ce trouble présente des différences d'expression notables. Dans la cohorte des jeunes filles qui cherchent à être prises pour des hommes, un grand nombre d'entre elles sont des jeunes femmes autistes, atypiques parmi les atypiques. C'est que faire une transition est beaucoup plus compliqué quand on est considéré vulnérable. Face à une plainte pour dysphorie, la réponse pourrait être de relativiser les stéréotypes. Apprendre à apprivoiser son corps et s'aimer tel que l'on est. Car le bonheur ne se trouve pas dans la conformité aux normes de genre. Malheureusement, la seule réponse tolérée aujourd'hui par les militants transactivistes, c'est l'affirmation de la transidentité. Conséquence, les traitements de réassignation sexuelle contribuent à la stérilisation massive de jeunes handicapés et de tous les jeunes non conformes aux stéréotypes de genre, parmi lesquels un grand nombre d'homosexuels. La Tavistock Clinic de Londres est spécialisée dans le traitement de la dysphorie de genre. Cet établissement, géré par des psychanalystes, est le seul du Royaume-Uni à proposer des traitements de réassignation sexuelle aux mineurs. Alerté par l'augmentation vertigineuse des enfants adressés pour dysphorie de genre, le Dr David Bell, psychiatre au sein du Tavistock Trust, s'est élevé publiquement contre les pressions de plus en plus fortes exercées sur des parents désemparés pour transitionner des enfants de plus en plus jeunes. 35% of these children are on the autistic spectrum. A large number of these children, and this has also been acknowledged by the LGB Alliance, a large number of these children are gay and lesbian children who are suffering in relation to their sexual orientation and need to be helped to understand themselves better. So that is, they have what we call an internalized homophobia. They hate themselves, they hate their sexual body, and they want to get out of it. Le Dr Bell a aussitôt fait face à des sanctions disciplinaires qui l'ont conduit à prendre une retraite anticipée. Un an plus tard, il fut rejoint par Marcus Evans, un autre cadre démissionnaire du Tavistock Trust. Accusés de transphobie, les deux hommes dénoncent la politisation d'une partie du staff médical, qui se comportent comme des militants d'une cause. Une posture incompatible avec la neutralité exigée par leur qualité de médecins. Cette attitude engendre des dégâts irréversibles sur les organismes de mineurs, non conformes aux stéréotypes de genre, parmi lesquels de nombreux jeunes autistes, de jeunes homosexuels et de jeunes atteints de troubles psychiatriques. La première à lancer l'alerte fut une infirmière, Sue Evans, en 2005. Par la suite, 35 psychologues et membres du personnel soignant ont démissionné en 2016 et 2019 pour protester devant le nombre croissant d'enfants précipités dans les traitements de réassignation sexuelle sans aucune recherche d'antécédents psychiatriques. En 2019, ce fut le tour de Christy Entwistle, psychologue, de tirer le signal d'alarme, puis de Sonia Appleby, la responsable juridique du Tavistock Trust. Chaque fois, les lanceurs d'alerte furent menacés, licenciés, réduits au silence et aussitôt remplacés par un personnel de plus en plus militant, sommé de répondre médicalement à des consultations pour dysphorie de genre en croissance exponentielle. I'm delighted at the judgment of the court today. It was a judgment that will protect vulnerable people. I wish it had been made for me before I embarked on the devastating experiment of PPE blockers. My life would be very different today. En 2020, Cara Bell, 23 ans, assigne en justice la clinique Tavistock et le système de santé britannique. Cette jeune lesbienne dépressive a été mise sous bloqueur de puberté à 16 ans et subit une double mastectomie à 20 ans, sans que jamais les médecins n'interrogent les raisons profondes de son désir d'être un homme. Malgré un bon passing, elle entame un parcours de détransition à 21 ans. Sa transition la laisse avec des organes génitaux atrophiés, une incertitude sur sa fertilité, l'impossibilité d'allaiter, une voix modifiée de façon permanente et irréversible. Cara Bell gagne son procès en première instance, mais elle le perd en appel. Mais elle a ouvert une brèche qui ne s'est pas refermée et qui finit par porter ses fruits. I
think I'm gonna take some medicine so I can kind of like transform into a boy, get surgery. Yeah. Okay. You think that you want to do that when you get older? I think I do. Now, the Tavistock Gender Clinic will be closed down after a review found it was not safe for children. Une enquête de suivi des enfants accueillis à la clinique Tavistock a révélé des manquements graves et répétés qui ont conduit à la fermeture de l'établissement. Près de 1000 familles d'enfants transitionnés se tournent aujourd'hui en justice contre la clinique Tavistock. Après la Suède, puis la Finlande, le Royaume-Uni décide de mettre le frein sur la réassignation sexuelle des mineurs. Pour l'heure, ces événements n'ont aucune répercussion en France, où les opérations de réassignation sexuelle peuvent être prescrites avant 15 ans et les bloqueurs de puberté avant 11 ans sur autorisation parentale. Les seuls appels à la prudence émanent de l'Académie de médecine. En France, les familles dont l'ado est happé par l'idéologie de l'identité de genre et souhaitent faire une transition rapide sont de plus en plus nombreuses. Regroupées dans un collectif appelé Hypomonie pour une approche éthique des questions de genre, leur objectif est de privilégier la santé mentale et le bien-être au long terme de leurs enfants, qu'ils soient ados ou tout jeunes adultes, plutôt que la satisfaction immédiate de leurs désirs ou fantasmes. Ces familles tentent d'échapper à la censure et faire entendre une voix différente au pouvoir public. Après son coming out, la moitié des personnes trans pensent au suicide et 48 ou 47% font au moins une tentative de suicide. Ces chiffres... Les organisations transactivistes martèlent à longueur de médias le mantra du taux de suicide, qui serait incroyablement élevé chez les jeunes trans, du fait de leur souffrance, et de leur rejet par une société supposée transphobe. À les entendre, la seule réponse possible face à ce risque serait de rendre accessible l'administration d'hormones sexuelles contraires et les chirurgies de réassignation sexuelle le plus tôt possible. According to the Trevor Project, in the past year, 42% of LGBTQ youth seriously considered attempting suicide. Les parents se voient présenter un terrible dilemme, avoir une fille trans ou avoir un garçon mort. Ce taux de suicide est martelé partout sans jamais être appuyé par aucune source fiable. Comme le souligne Transgender Trend, dans cette étude, il est impossible de savoir si les tentatives de suicide ont été effectuées avant, pendant ou après la transition. Aucune distinction n'est faite entre la transidentité et les pathologies psychiatriques préexistantes. Plus problématique encore, sur les 2078 personnes de cette étude, seulement 120 étaient transgenres et 27 d'entre elles étaient des jeunes trans. La moitié d'entre elles ont commis une tentative de suicide, soit 13 personnes en tout et pour tout. Alors que l'on ne sait rien de leurs antécédents ni de leur parcours, ces 13 personnes sont supposées incarner le comportement de l'ensemble des jeunes trans. Le suicide est la 4e cause de mortalité des 15-29 ans dans le monde. En 2019, en France, 10% des jeunes âgés de 10 à 18 ans ont déclaré avoir tenté de se suicider au cours des 12 derniers mois. Les filles sont 2 fois plus nombreuses à se suicider que les garçons, la cause principale étant la dépression et les troubles anxieux. 80% des troubles mentaux se déclarent entre 15 et 25 ans. Les personnes avec syndrome d'Asperger sont 10 fois plus à risque de suicide que la population générale. Chez les femmes, c'est 13 fois plus. Selon cette étude canadienne, les femmes ont 24% de risque de suicide en plus comparativement à la population générale. Les femmes TDAH sont 2 fois plus nombreuses à se suicider que les hommes TDAH.
Des États-Unis à la Suède, du Royaume-Uni à la Finlande, les études sont toutes concordantes. De 63 à 75% des jeunes trans avaient manifesté des troubles psychiatriques ou neurodéveloppementaux bien avant de prendre la décision de transitionner. Les troubles alimentaires et l'autisme reviennent fréquemment. La moitié d'entre eux avaient eu des comportements d'automutilation suite à des événements traumatiques, harcèlement scolaire et agressions sexuelles. Ça a été vraiment dur, du sens que j'ai été déprimée. Du fait que j'arrivais pas à dormir, plein de trucs comme ça. Puis je sais pas, le contre-coup de l'opération, quoi. Je sais pas vraiment comment expliquer parce que j'ai un petit trou noir, alors que ça date pas de bien longtemps. Je pense que c'est mon cerveau qui a voulu effacer cette phase, mais je m'y attendais vraiment pas du tout. À chaque étape de leur transition, les influenceurs trans rapportent une période d'euphorie, de courte durée, suivie de rechutes dépressives. Poussés par leur communauté virtuelle, la plupart des jeunes trans réagissent à cette dépression en se disant qu'ils ne sont pas suffisamment avancés dans leur transition pour se sentir bien. Le bonheur surgira à l'étape suivante, ou bien celle d'après. Pour surmonter la déception, il s'agit d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Ne surtout pas douter pour atteindre le Graal, coûte que coûte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je fais une petite vidéo récapitulative de mes rendez-vous pour la phalloplastie. Donc n'hésitez pas à venir me suivre et à me poser vos questions, je réponds à tous. Donc voilà. Mais j'ai jamais fait d'anxiété. Puis lorsque j'ai commencé à prendre du Depo-Testo, le médicament, j'ai commencé à faire des pics d'anxiété, mais horrible, c'était horrible. J'en fais encore, c'est toujours horrible. Les parcours des détransitionneurs révèlent une aggravation de leur état mental post-transition. Chez les filles, la testostérone entraîne des sautes d'humeur très importantes qui nécessitent la prise fréquente d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Plusieurs études révèlent que les personnes trans ont un risque de suicide et de morbidité psychiatrique bien plus élevé post-transition. D'une étude à l'autre, le taux de suicide augmenterait de 19 à 24% après les chirurgies de réassignation sexuelle. Le pic de suicide se produirait 7 à 8 ans post-transition. En 2015, une étude menée par le Tavistock et Portman Trust a révélé une augmentation statistiquement significative des pensées suicidaires et des comportements d'automutilation chez les adolescents placés sous bloqueur de puberté. L'influenceur trans Andrea Lonchu révèle qu'il n'était pas suicidaire avant de prendre des hormones féminines, mais qu'il est devenu après. Welcome back, lovely people. Lovely to see you, and a massive welcome. La plupart des influenceurs trans ne font pas mystère de leurs antécédents psychiatriques. Ils recherchent dans la transition un remède à leur mal-être. L'année dernière, en fait, tu as fait une tentative de suicide dont tu n'aurais jamais dû te réveiller. Et d'ailleurs, les antécédents psychiatriques des jeunes trans sont la tache aveugle de cette épidémie psychosociale. Les militants transactivistes inversent systématiquement les valeurs, attribuant ces troubles à la dysphorie de genre, interdisant de s'interroger sur le fait que la plainte pour dysphorie puisse être consécutive à ces troubles psychiatriques et non à l'origine de leur mal-être. De nombreux jeunes se laissent ainsi convaincre que tous leurs problèmes sont liés à la dysphorie de genre. La réassignation sexuelle devient le traitement miracle qui va résoudre tous leurs problèmes. J'étais quelqu'un de très renfermé, j'étais invisible dans la société, dans les groupes ou quoi, j'étais là mais je faisais juste bonne figure en fait. Je parlais pas, je disais rien, je restais dans mon coin. Je me regardais même pas dans le miroir en fait. Pour moi, j'ai toujours été un garçon et tout ça, mais j'avais le mauvais corps. Passé la lune de miel post-transition, les rechutes sont sévères. Pour justifier la démarche coûte que coûte, les militants transactivistes incriminent la transphobie de la société et revendiquent l'affirmation de plus en plus précoce de la transidentité. Une fuite en avant au grand galop. Au sein de la communauté trans, le moindre doute est interprété comme un crime de haine et un désir d'extinction des personnes trans. Les jeunes en transition sont sommés d'adhérer au rêve collectif sous peine d'être considérés comme des traîtres.
La non-binarité n'est pas quelque chose qui a été fondé, c'est quelque chose d'inné qu'on ne choisit pas. La transidentité, c'est le fait d'avoir un genre qui est différent de ton corps. Mais moi, c'est plus qu'une transformation, c'est un voyage, et c'est un voyage qui s'arrête pas. En fait, j'ai tapé sur Google truc avec changement de genre ou un truc dans le genre, et je suis tombée sur une vidéo qui expliquait ça, donc j'ai regardé ça et j'ai compris quoi. Pendant des décennies, la dysphorie de genre était accompagnée par une psychothérapie. Soutenue dans la compréhension de l'origine de leur mal-être et l'acceptation progressive de leur corps, la plupart des patients guérissaient en entrant dans l'âge adulte. Cette démarche a été progressivement bannie au profit exclusif de l'affirmation de la transidentité, assortie de la prescription automatique de traitements de réassignation sexuelle. Voici pourquoi. Le docteur Kenneth Zucker est loin d'être un critique du genre. Ce psychologue et sexologue canadien était chef du service d'identité de genre à l'hôpital de Toronto. Spécialiste de renommée internationale, il prescrivait des traitements hormonaux, chirurgicaux et des bloqueurs de puberté. Cependant, le docteur Zucker avait la particularité de considérer ses patients au cas par cas. Sa conviction était que parfois, le meilleur traitement était un accompagnement psychothérapeutique adapté et laisser du temps au temps. Les transactivistes ont fait de Kenneth Zucker un exemple. À la suite d'une violente campagne de dénigrement, il a perdu son poste à l'hôpital de Toronto. Depuis, tous les cliniciens se taisent et font profil bas de peur de subir le même sort. Le motif invoqué, refuser d'affirmer la transidentité des patients dysphoriques, refuser la prescription automatique de traitement de réassignation sexuelle, est assimilé à une thérapie de conversion pour homosexuels. What do we want? Trans rights! When do we want them? Now! Les thérapies de conversion ont pour objectif de changer l'orientation sexuelle des homosexuels. Effectuées dans les milieux très religieux par quelques thérapeutes déviants, elles sont surtout le fait de prêtres de sectes religieuses fondamentalistes. Ces pseudo-traitements s'apparentent bien plus à des exorcismes, voire à des actes de torture qu'à des thérapies. C'est à juste titre qu'ils doivent être bannis. Il était question de guérir mon homosexualité. Moi, dans mon cas, c'était des thérapies de conversion, ce qu'on appelle psychospirituelles, qui étaient proposées par la communauté des Béatitudes, qui a d'ailleurs été aussi malheureusement en lien avec plein de problèmes d'abus sexuels dans l'Église. En 2020 et 2021, les militants transactivistes ont mené une campagne très agressive auprès des pouvoirs publics, faisant un amalgame systématique entre les thérapies de conversion pour homosexuels et la psychothérapie des personnes transgenres, afin d'en réclamer l'interdiction. L'objectif était de rendre illégal tout traitement psychothérapeutique de la dysphorie de genre, au bénéfice exclusif des traitements médicaux de réassignation sexuelle. Suite à cette campagne mondiale contre les thérapies de conversion, dans les pays anglo-saxons, les psychologues et les psychiatres ont désormais l'interdiction de faire leur travail auprès des jeunes transidentifiés, que ce soit proscrit par les usages ou directement inscrit dans la loi. La province de l'Ontario, au Canada, interdit légalement tout traitement psychothérapeutique de la dysphorie de genre. La seule démarche autorisée est l'affirmation positive de la transidentité, conduisant à la prescription automatique des traitements de réassignation sexuelle. Être une personne LGBT+, n'est pas une idéologie. Être soi n'est pas un crime. Non, l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies que l'on pourrait soigner. Non, il n'y a rien à guérir, parce qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle. Et l'identité de genre n'est ni plus ni moins que l'identité que l'on ressent au fond de soi. Le 31 janvier 2022, l'Assemblée nationale a cédé au coup de boutoir des transactivistes. Au motif de la lutte légitime contre les thérapies de conversion, rarissime en France, il est désormais interdit d'aborder la dysphorie de genre comme une pathologie à soigner, quand bien même son épidémiologie explose. Le texte punit les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Les contrevenants encourent une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. La menace adressée aux psychologues et aux psychiatres est très claire. Je savais que j'étais pas dans la case homme, et donc, évidemment, pas dans la case gay. Pour moi, si je devais être en couple avec un homme, c'était parce que j'étais homo, alors que je me reconnaissais pas dans cette case, mais je l'ai fait quand même. Donc évidemment, j'ai rencontré des garçons, et j'en ai eu très peu. Je vois David me regarder avec un œil. J'en ai eu très peu, je te rassure. J'ai eu très peu de conquêtes parce que
En tout cas, j'en ai eu très peu où ça a abouti à une relation sexuelle, tout simplement parce que déjà j'étais mal à l'aise d'entreprendre une relation avec un homme gay parce que pour lui j'avais l'impression de le tromper parce que lui dans sa tête il était avec un homme et ça ne passait pas pour moi. J'étais pas ok avec ça, ça me mettait vachement mal à l'aise, donc je vous laisse imaginer au niveau du sexe. C'était catastrophique, quoi. J'étais pas bien. En assimilant les thérapies de conversion des homosexuels au traitement psychothérapeutiques de la dysphorie de genre, les militants transactivistes imposent à la société une inversion complète de la réalité. Car c'est bien la transidentité qui est une thérapie de conversion pour homosexuels. Pour le jeune homosexuel qui découvre sa différence, l'adolescence est un passage difficile. Grandir dans une famille traditionnelle ou très religieuse, intolérante à l'homosexualité, peut générer une angoisse insoutenable. Dans certaines familles très croyantes, il est préférable d'avoir une fille trans qu'un garçon homosexuel. Le concept d'un garçon né dans un corps de fille permet de concilier la honte d'avoir un enfant non conforme aux stéréotypes de genre avec ses convictions religieuses. Le transsexualisme est né il y a plusieurs siècles dans les pays du Moyen-Orient comme une échappatoire à la rigidité des rôles socio-sexuels. Au Bangladesh, la communauté transgenre des Hijras est reconnue et acceptée depuis l'Antiquité, tandis que l'homosexualité est réprimée par des peines de prison. Aujourd'hui encore, c'est en Iran que réside le plus grand nombre d'hommes transidentifiés femmes. Cette population est d'autant plus nombreuse que l'homosexualité y est punie de mort. Au Pakistan, au Bangladesh, des écoles coraniques s'ouvrent pour les trans. Dans les sociétés les plus religieuses, les homosexuels n'ont qu'une seule alternative, se faire opérer ou mourir. Une agression homophobe filmée en plein centre de Dakar. Cet homme, avec le visage ensanglanté, vêtu simplement d'un caleçon, est encerclé par une foule qui le tape, l'insulte et le menace de mort. En France, femmes voilées et femmes trans s'affichent côte à côte dans les campagnes de communication woke. En Occident, les militants transactivistes ont réussi le tour de force de faire passer pour condamnable le travail consciencieux des psychologues et des psychiatres et de présenter comme progressistes les thérapies de conversion pour homosexuels qui émanent des sociétés les plus homophobes et misogynes au monde. Imagine being 12 and you know you're trans and the only hope you have is to wait 5, 7, 8 years until you can go somewhere where you can fit in and find support. Please send good energy to the in-between kids. Face à la croissance exponentielle des demandes de réassignation sexuelle, les médecins raisonnables se déclarent incompétents. Coachés par des organisations transactivistes, les candidats se tournent donc vers des médecins autodéclarés compétents, par conviction ou par intérêt, parmi lesquels des médecins trans. Cette situation crée un clivage entre la science et la pratique. Depuis une dizaine d'années, le discours officiel sur la transidentité est entièrement contrôlé par des militants transactivistes. I'm Dr. Thomas Satterwhite. I'm a plastic surgeon and I specialize in gender confirmation surgery here in the San Francisco Bay Area. And I work mostly with gender non-conforming children and transgender adolescents. Le 28 mai 2019, l'OMS retire la transidentité de la classification des maladies mentales. À l'issue de 10 années de lobbying intense, les autorités sanitaires des pays de l'Ouest revoient leurs définitions les unes après les autres pour adopter le vocabulaire des organisations transactivistes. Il n'est plus question de pathologie mentale, mais d'identité. Le concept né dans un mauvais corps ouvre la voie au gigantesque marché de réassignation sexuelle. La transition devient le cadre unique de référence du traitement de la dysphorie de genre. Pour ce qui est de la préservation de fertilité, ce que je vous propose, je vais là vous donner quelques infos et puis que vous en rediscutiez tous les deux, éventuellement avec Sacha, mais pour le coup peut-être que pour Sacha c'est difficile de se projeter là-dedans, parce qu'on va maintenant avoir des options un peu différentes et surtout si on bloque la puberté très tôt, elle n'aura pas de spermatozoïdes fonctionnels au moment où on va bloquer la puberté. Donc il y aura des options qui resteront, qui sont soit qu'à un moment donné elle suspende son traitement hormonal et que la puberté fasse
au moins quelques mois de développement, mais avec un point d'interrogation sur à quel point ça peut redémarrer et à quel point ça peut donner des spermatozoïdes fonctionnels, soit de se servir des testicules qui seront immatures et de les faire maturer in vitro. Ça veut dire qu'il faut discuter de à quel moment ce sera fait, en sachant qu'évidemment après il y a d'autres méthodes pour être parent, mais que s'il y a un désir de garder cette porte ouverte de pouvoir être parent biologique, il faut assez tôt avoir les informations sur les différentes possibilités. D'accord. En fait, au début, je voulais plus m'appeler Étoile, mais maman, elle a dit que ça pouvait pas être possible, ce serait plus un peu bizarre. Non, oui, je me sens moi, en vraie fille. Je suis une personne transgenre. Alors j'avoue, même moi, en l'étant, j'ai toujours du mal à expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire précisément pour que les gens comprennent. Donc, un certain nombre de ces jeunes n'ont pas encore l'âge de conduire, de voter, de fumer ni d'acheter de l'alcool. Il est interdit aux mineurs de se faire tatouer. Mais les adultes leur ont donné le droit d'altérer leur corps de façon irréversible, par l'injection d'hormones sexuelles contraires, des chirurgies qui les rendront stériles et altéreront leur fonction sexuelle. Ce qui frappe en écoutant les trans francophones, c'est leur appropriation de codes de langage préfabriqués bourrés d'anglicismes, piochés sur la toile, dont la plupart n'ont pas d'équivalent en français. Cette rhétorique traduit le pouvoir d'influence des grandes associations caritatives anglo-saxonnes, qui ont mis leurs puissants outils de communication au service de la cause transactiviste. Tonight we are going to celebrate all of those media, music, and more of an accepting of the LGBTQIA+ community, honey. Yes. That's right, baby. We have every... L'épidémie transidentitaire est corrélative à la mutation des grandes organisations caritatives pour les droits des personnes homosexuelles, un phénomène mis en évidence par la journaliste Ellen Joyce. Avec le déclin du sida, la généralisation du mariage homosexuel et la banalisation de l'homosexualité en Occident, ces puissants organismes devaient trouver une nouvelle cause pour justifier leur existence. La promotion des personnes trans leur a permis de continuer à capter des fonds et maintenir leur influence sur la société. Ce qui représentait à l'origine un pourcentage infime de la population LGBT est devenu en quelques années un T majuscule, synonyme de totalitarisme. Désormais en tête du train LGBT, les trans ont imposé partout aux lesbiennes la présence d'hommes transidentifiés femmes dans leur cercle, au motif que leur pénis serait féminin, au point même de remettre en question la notion d'attirance pour le même sexe comme étant transphobe. La question de l'accès à une transition pour les personnes trans, justement, c'est important au sein de votre structure. Ouais, tout à fait. En fait, le slogan du planning familial, on a été créé en 56, c'était « Mon corps, mon choix ». Donc en fait, au départ, on s'est battu pour la contraception, pour l'avortement, pour l'éducation à la sexualité, mais les droits des personnes LGBTQI+, font autant partie de notre bataille, en fait, de nos batailles au pluriel. Et du coup, là, ça fait quelques années qu'on travaille à former à la fois les conseillères et conseillers du planning, les médecins, les sages-femmes, à accueillir des personnes trans, à répondre à leurs besoins. Et du coup, en effet, toute personne peut venir au planning pour demander différentes choses. Et c'est vrai que quand tu décrivais la définition du planning, je me suis dit c'est drôle parce qu'en effet, on est toujours un peu identifié sur ces questions-là, alors qu'aujourd'hui, on travaille aussi sur les questions de violence. C'est extrêmement large, en fait, les services et l'accueil qu'on a. Le même phénomène s'est produit du côté des organisations de défense des droits des femmes, comme le planning familial. L'évolution des mœurs, la généralisation de l'accès à l'avortement en Europe et de la contraception pour les mineurs restreignaient leur rôle aux populations issues de l'immigration. Il fallait trouver une cause pour justifier de son existence. C'est ainsi que le planning familial est devenu une tête de pont de la transindustrie dans les pays de l'Ouest, contribuant à stériliser et transformer en garçons de synthèse un nombre croissant de jeunes lesbiennes. And your body may or may not go through puberty on its own. There are medicines you can take to help your body start the process, like hormone replacement therapy. Some people decide on hormones or surgeries to help their bodies match up to their gender identity, or how they feel inside about themselves. Your gender identity is real. You should be the one to decide what changes you want to make to your body. If you're transgender or non-binary, you may find that your puberty experiences don't line up with your gender identity, or how you see yourself. That feeling can be uncomfortable, scary, and stressful. If that sounds like you, know that you're not alone. There are medicines you can take to delay puberty for a while. They're called puberty blockers, and they work like a stop sign by halting the hormones testosterone and estrogen that cause puberty changes like facial hair growth and periods. Puberty blockers are safe and can give you more time to figure out what feels right for you, your body, and your gender identity. You don't have to have all of the answers right now. So remember,
It's all a work in progress, and it may take time to figure out what feels right to you, but talking to a trusted adult and a nurse or doctor may help. Want to learn more? Go to PlannedParenthood.org/teens. Si la référence au sexe est gommée et qu'un homme biologique est autorisé à s'identifier à une femme, alors les femmes n'existent plus en tant que catégorie protégée. Sans statistiques valables pour les identifier, il n'est plus possible de défendre leurs droits. Admiral Rachel Levine is a groundbreaking leader, public health champion, and an advocate. And it is truly my honor to serve as the Assistant Secretary for Health, and truly my honor to be an Admiral in the Public Health Service Commission Corps. And my goal is to give back. À travers son programme Champion de la diversité, Stonewall produit un lobbyisme redoutable auprès des grandes entreprises, des partis politiques, des autorités territoriales, des écoles publiques, des universités, de la police, des forces armées et des médias du Royaume-Uni. Lorsqu'elles ont signé la charte d'une organisation LGBT, ces institutions s'engagent à exiger de leurs salariés le respect absolu du pronom revendiqué des employés trans, y compris en leur absence, et l'accès aux toilettes de leur choix. Chacun est sommé d'employer un langage inclusif, donc de gommer toute référence au sexe, y compris dans les maternités. Toute contestation est condamnée pour transphobie. Le salarié réfractaire peut perdre son emploi et être poursuivi en justice. Stonewall définit la transphobie comme le simple refus de l'usage d'un pronom. Cette organisation caritative est à l'origine des mantras « Une femme trans est une femme » et de la poursuite pour crimes de haine et discrimination toute personne exprimant un désaccord avec l'idéologie du genre. Les communicants de Stonewall ont popularisé l'idée que le refus d'admettre qu'un homme biologique puisse devenir une femme soit l'équivalent d'un désir d'extinction de cette personne. De même que le chantage au suicide envers quiconque refuse le traitement de réassignation sexuelle d'un mineur. Contester le genre revendiqué est assimilé à un désir de meurtre. Sous couvert de la promotion d'une société plus inclusive, les grandes organisations LGBT exercent un véritable contrôle de la population et du comportement des grandes entreprises, comme des autorités publiques, y compris en France. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go. L'industrie de la réassignation sexuelle représente un marché colossal, avec des perspectives de croissance phénoménales, notamment grâce à l'administration d'hormones sexuelles de synthèse à une population saine. Les jeunes trans sont des cobayes extrêmement lucratifs, prisonniers d'injections d'hormones sexuelles à vie, y compris lorsqu'ils décident de détransitionner. Plus ils sont transitionnés jeunes, plus ils rapportent à une industrie aux revenus en croissance exponentielle. Les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces hormones de synthèse sécrètent des marges telles qu'elles permettent de financer les politiques publiques, facilitant le remboursement des traitements de réassignation sexuelle, sans diagnostic de dysphorie de genre, et leur accès sans restriction dès le plus jeune âge. Schools and education sectors are responsible for protecting the rights of young people. And this is only possible if states, public authorities, institutions, communities, school staff, and young people work together to ensure schools are a safe, inclusive, and supportive place for all. IGLIO's Inclusive Education Study provides a worrying snapshot of the current issues faced by LGBTQI learners across Europe and provides concrete recommendations about what still needs to be done. Every person has the right to education, health, and well-being. Any sort of violence or discrimination in schools is a threat to such fundamental rights. Ce document, piloté par le réseau LGBT mondial IGLIO et financé par la fondation Thomson Reuters et l'Union européenne, a été émis en novembre 2019 par Dentons, le plus grand cabinet juridique au monde. Son objectif, fournir à la trans-industrie un conseil juridique et stratégique global en produisant éléments de langage et techniques d'influence, pays par pays.
Le rapport préconise d'attaquer les politiques publiques établissant que les enfants sont trop jeunes et immatures pour donner leur consentement éclairé au traitement de réassignation sexuelle, en supprimant toute limite d'âge. En pratique, il s'agit de convaincre les États de poursuivre systématiquement les parents en justice lorsque ceux-ci s'opposent au traitement de réassignation sexuelle de leur enfant mineur. Le rapport préconise de supprimer tout critère d'éligibilité pour favoriser la reconnaissance immédiate et complète de l'identité de genre des personnes, quelles que soient leurs conditions médicales, leurs antécédents psychiatriques ou leurs problématiques neurodéveloppementales. Les seuils d'âge minimum et l'autorisation parentale doivent être supprimés, au motif qu'ils constitueraient une discrimination, au profit d'une autodétermination aussi rapide que possible. Pour parvenir à ces fins, ce document développe une stratégie complète d'influence. Cibler les personnalités politiques motivées par la jeunesse. Démédicaliser la campagne de communication pour l'associer aux droits de l'homme. Associer les revendications trans à des réformes plus populaires, comme la lutte contre l'homophobie, en collant à l'agenda politique. Drag is something that should have no rules. Drag is something that is beautiful and messy and dirty and difficult and uncomfortable and beautiful, and it shouldn't have any rules. And we need to be opening more opportunities for trans performers and just having more inclusive environments. Every single show should have a trans performer. Every single event, Pride events, we should all be including. There shouldn't be any, oh, this is a drag queen, this is a drag king, this is a AFAB, AMAB. We should all be including everybody in the same conversation and putting everyone on the exact same level. And that's the only way we're gonna be changing anything is if we start including trans people in everything. Period. Les transactivistes français protestent de la plus grande difficulté d'accès au traitement de réassignation sexuelle. La réalité, c'est que des bloqueurs de puberté sont administrés en douce à de très jeunes mineurs dans de grands hôpitaux publics. Une jeune fille de 14 ans avec antécédents psychiatriques se voit programmer une mammectomie dès la 3e séance. Un garçon autiste de 8 ans est transitionné dans son école. Traitements hormonaux et chirurgie sont décidés en 15 minutes par des médecins généralistes débordés, sans aucun avis de psychiatre ni d'endocrinologue. Dans certains services dits spécialisés, il y a 2 ans d'attente pour une mammectomie et 7 ans d'attente pour une phalloplastie. Des influenceurs trans se transforment en dealers d'hormones sexuelles en organisant des soirées testo, au cours desquelles des gamines s'injectent de la testostérone en groupe comme si elles prenaient de la drogue. Donc, ce que mon infirmière m'avait dit, on la fait rouler entre les mains, on la réchauffe. Une fois que votre aiguille est dans votre peau, il suffit juste de la garder en angle de 45 degrés, puis de tranquillement peser. Faut vraiment que vous injectez doucement pour que le produit se diffuse bien. Par exemple, ça peut durer 3 minutes, ça peut prendre 3 minutes, c'est pas grave, faut vraiment que ça se diffuse bien. Alimenté par les circuits financiers de la transindustrie, le lobby transactiviste mène un prosélytisme redoutablement efficace. Conventions passées avec les ministères, les organismes de défense des droits humains, les établissements scolaires et les grandes entreprises. Sous couvert d'inclusion des personnes LGBT, ces institutions s'engagent à défendre un agenda transactiviste,
qui impose partout le référentiel de l'idéologie du genre et banalise les mutilations sexuelles sur mineurs. S'appuyant sur la puissance de ces entreprises, le lobby transactiviste est parvenu en quelques années à occuper une position hégémonique dans les politiques publiques des pays de l'Ouest. Par le passé, aucun mouvement n'avait jamais pris une telle ampleur et gagné une telle influence en aussi peu de temps. Et la roue tourne de plus en plus vite. Coming out trans. Les personnes trans, dysphorie. Transidentité. On va parler de moi. Personne transgenre. La vaginoplastie. Transidentité. Personne FTM. Dans ta culotte, comment ça se passe? Testostérone. Femme née dans le corps d'un homme. En transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. I am on your side. Don't forget. 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 35% des jeunes transidentifiés sont autistes ou TDAH. 70% sont homosexuels, non conformes aux stéréotypes de genre. La plupart d'entre eux souffrent de problématiques psychiatriques. Le professeur Gilbert nous met en garde. L'histoire portera un jugement implacable sur ces expérimentations médicales menées à grande échelle, sur des jeunes en détresse, fragiles parmi les plus fragiles.